Ces poèmes étaient vrais. C'était Réels, comme vrai. vous Et dites, il avait mais... inventé une espèce de martèlement poétique qui n'est qu'à lui. Et puis des vers charmants. On attrape à chaque instant des averses. Il y a une promenade comme ça. Bon, on allait se baigner dans la Seine avec Ah oui, Adamov, c'était notre luxe. oui, la Seine c'était pas la propreté exquise, hein, mais c'était pas tellement sale. Quand même, j'attendais pour me jeter à l'eau, et un type me dit, attends un moment, il y a un chien qui passe. Oui, je me souviens. Oui. Crevé. Oui, c'est crevé, bien sûr. Et puis, Adam qui pleurait, qui était environnée de gens qui pleuraient comme elle, qui essayaient de la consoler. Elle avait jeté son cochon d'Inde dans la Seine. Et naturellement, le cochon d'Inde s'était noyé. Et elle avait fait repêcher, elle était avec son cochon d'Inde. Et on lui disait, mais enfin, madame, pourquoi avez-vous jeté votre cochon d'Inde à l'eau? Elle a dit, quelqu'un m'avait dit de le faire et que ça le guérirait. Quelqu'un dans le métro. Ça représente cette figure sinistre dans le métro qui dit à la dame, allez, jetez le cochon d'Inde à la Seine, ça le guérira. C'était vraiment un grand théâtre à ce moment-là. Et pourquoi rions-nous demandait Steph, en voyant passer au fil de l'eau un cobaye noyé, le cochon d'Inde pour lequel la grosse dame pleure là-bas. C'est vrai que là-bas, à la pointe amont de l'île Saint-Louis, une grosse dame blonde a pleuré un jour au milieu d'un petit groupe de curieux. Steph racontait souvent l'histoire du cochon d'Inde à des personnes qui ne la connaissaient pas, car Steph ne se répétait pas, ou un mot. Mais il voyait dans vos yeux le petit commencement de gêne. C'est lui, Paul, à présent, qui raconterait volontiers cette histoire. Il faudrait l'écrire avant de l'oublier, comme Steph l'a oublié avec tout le reste. Oui, mais vous savez ce qu'était la vie à ce moment-là. On courait d'un amour à l'autre, on vivait comme des anges qui sont des bêtes. Oui. Vous draguiez autour de 84. C'était un lieu, oui. Il y avait un chat. Il y avait Grisette. Une chatte, oui, Grisette. Oui, qui voulait que le concierge voulait faire sauter au-dessus d'une baguette. Sauter, Grisette, sauter, elle n'a jamais sauté. Et Artaud venait, il écrivait, il travaillait au 84. Il venait, il me demandait s'il n'y avait pas un peu de laudanum. Il se trouvait que j'en avais un peu pour lui. Et alors il me demandait une seringue pour remplir, comme quand on remplit les stylos, pour ne pas en prendre trop. Et je cherchais dans un tiroir une espèce de vieux machin pour les stylos. Et je me retournais, il avait tout avalé. Il me disait, je bois des ombres. À partir de là, il restait silencieux, puis tout d'un coup, il illuminait, vraiment. Est-ce que c'est la poésie, Artaud? Non, Artaud, c'est la lutte pour que le langage existe encore. Il est en loques, il est en miettes. Il est derrière le monde, il ne va plus. Et Artaud luttait pour l'avoir, pour le garder. Il fallait s'armer d'un courage métaphysique avec Artaud. J'étais à côté de lui au petit restaurant des Tourelles, où la nappe avait des petits carrés. Et il y avait une dame à côté de nous. Et Artaud me dit, la dame qui est à côté de moi me donne envie de vomir. La dame se lève et s'en va. Il retournait à Ivry. Il tapait sur le toit du taxi avec sa canne. À l'asile de fous d'Ivry, à l'asile de fous d'Ivry. Le type se retournait. Il me parlait. Il me disait, il y a des moines au Tibet qui veulent vous empêcher d'écrire. Et je ne peux plus écrire, hein, c'est vrai. Oui. Et puis quand je suis parti en Angleterre, j'étais bien maladroit. J'ai dit à Artaud, je vous écrirai si j'ai quelque chose à vous dire. Et il a dit à Thévenin,
Henri Thomas est parti, il n'a plus rien à me dire. Oui. Cette main qui faisait signe contre la vitre, va la chercher dans le cimetière d'Ivry, et la voix et la gesticulation du pitre, on l'avait entendu chanter durant la nuit. Une dernière fois, envoyé d'un bras gourd, la hache a rebondi sur le bloc d'acajou, d'où ne surgira pas le totem vrai, le clou qui reste inarraché dans l'être pour toujours. Artaud s'assied, visage en cendres dans le vent. C'est l'aube où fume encore un dernier campement. L'âtre noir où se perd la piste du voyage du cavalier qui monte en chantant vers l'orage. Artaud meurt essayant d'enfiler sa chaussette, mais le Tibet retient la main qui se dessèche. Artaud plein de pavots étouffés dans sa tête. Artaud dit non dans son cercueil au coup de bêche. En effet, on m'a qualifié d'auteur feutré, mais j'emploie des mots qui ne sont pas feutrés. Et je crois que mon dernier roman ne l'est très peu. Mais tous les critiques n'ont rien compris à ce phénomène qui est de Mallarmé. Mallarmé dit « Je dis une rose ». Et à ce moment, j'ai l'absente de tout bouquet. Mais vous comprenez, c'est là que ça commence. Comment voulez-vous le faire comprendre? Qu'on vit dans l'absence de tout bouquet et qu'on les a tous. Parce qu'on a le mot. Par exemple, il y en a un qui a écrit de mon livre Un détour par la vie, qu'on dirait qu'il était écrit au crayon. Ça, c'est incroyable. Écrit avec un crayon et pas avec de l'encre. Ce serait presque un chef-d'œuvre. Non, c'est le genre feutré. Comment écrivez-vous? J'écris avec des points de bic. J'écrirais presque avec des allumettes brûlées. Comme Madame d'Hôtel. Le style involontaire existe, mais le style cherché, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça que je perfectionnais, c'est la structure du livre. C'est le côté musical, le côté des différents thèmes qui s'entrelacent. Parce que là, on les voit très bien. Dans le dernier, vous verrez, il y a des entrelacs de thèmes qui sont très séparés. Et qui, quand ils se nouent, c'est le drame. Si vous n'êtes pas toujours maître? Non, enfin relativement. Si je dis les thèmes, ça va, je les tiens sous... Je les conduis comme des attelages. Mais s'il y a un conflit, alors là, s'il y a un conflit, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider qui sera mis à la porte, qui rencontrera quelqu'un sur un banc. C'est délicieux d'ailleurs, de ne pas savoir qui rencontrera quelqu'un sur un banc. Mais il y a déjà quelqu'un. Je ne sais pas encore qui c'est. Elle enleva le léger couvercle de la boîte et elle parla. Mais elle ne s'adressait pas à Philippe. Elle avait penché la tête sur la boîte, dont elle remuait le contenu afin de mieux le voir, et c'était à sa boîte qu'elle parlait. « Tiens, que j'ai couru, disait-elle. Ça a tout dérangé. Ses petits jouets, ses marmots, sa tête de poupée, sa bobine. » Tout en parlant, elle tirait un à un les petits objets de la boîte et les posait sur le banc, entre Philippe et elle, soigneusement. « J'ai eu assez de mal pour les ravoir, dit-elle. Il ne voulait pas me les redonner. Il disait que c'était perdu.
qu'ils avaient tout débarrassé. Oh, les crapules. Elle se tut un long moment. Elle touchait les menus objets les uns après les autres. Philippe vit que ses doigts tremblaient. Une colère la prit. Elle cria tout à coup, « 3 jours de suite, j'ai été leur demander. » Le 2e jour, il ne se rappelait déjà plus. Et ma petite fille que j'avais vue morte 4 jours avant, avec tous ses jouets encore près d'elle. Dans mes romans, il n'y a pas tellement d'imaginaire. Je suis pris par quelque chose qui m'empoigne, comme qui me tire par la main. C'est pas... J'ai la sensation que quelqu'un me parle. L'invention, elle n'est pas de moi, elle est de mon personnage. Je ne sais plus qui invente l'autre. À un moment donné, à l'île d'Ouate, je me réveillais à 6 heures du matin, par tous les temps. Je ne voyais aucune lumière dans l'île et je travaillais bien. Jusqu'à ce qu'un jour, on a frappé à ma fenêtre et un homme m'a dit « Où est le port ? Je peux téléphoner quelque part ?» Et puis de téléphone. Et puis il a disparu. Et le maire m'a dit qu'il fallait venir me signaler tout de suite cet homme. Il m'avait dit « Nous avons perdu un homme. » Mais quelle importance sur votre écriture? Mais ça m'a chaviré mon écriture pour cette nuit-là. Ah, pour cette nuit-là seulement? Oui. Oui. Vous ne restez pas dans le souvenir de cet homme? Non, mais je ne l'ai pas oublié. Il reviendra. J'ai le devoir d'écrire, il faut que j'écrive, c'est mon devoir. Et je pense toujours à Baudelaire, soyez... Attendez. Car j'ai fait mon devoir comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Alors ça me propulse un petit peu dans l'écriture. Parce qu'on a dit... Soyez témoin, mon Dieu, que j'ai fait mon devoir comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. C'est ce qui est culotté. Eh bien, ça vous jette dans l'écriture. Je commence, et puis je me dis, voilà, le devoir est d'aller un peu plus loin. Et puis le devoir devient une espèce de joie. Parce qu'on dit qu'un jour, vous avez renoncé à ce qu'on appelle une vie sociale pour écrire uniquement. C'est un fait, c'est-à-dire qu'on m'a chassé dans l'écriture. On ne m'a pas donné de bureau chez Gallimard. On m'a proprement dit, il n'y a pas de bureau pour vous. Arlan m'a dit, allez chercher un bureau chez Julliard. C'est tout de même un affront. Pourquoi les hommes de plume sont-ils des hommes de pénurie? Ça, je ne sais pas. Pour moi, ça a été une fatalité. Qui durera jusqu'à ce que je finisse. Mais je m'en suis pas trop plaint. Le petit boulot est le roi du monde. C'était la BBC à Londres, où j'allais au bureau et puis après j'allais ailleurs. Mais le directeur, l'excellent Monham, il m'appelait The Ghost. Le fantôme. Ah, here is the ghost, quand j'entrais dans le bureau. Et quand vous étiez professeur en Amérique? Mais c'était un étrange métier qui était facile à faire puisque j'avais un programme tout coupé que je ne pouvais pas réaliser parce qu'il était coupé de telle façon que Flaubert commençait avant Madame Bovary. Et je ne pouvais pas aller plus loin. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle phrase. Je vous répète une phrase d'Adamov à la fin de sa vie. Il n'y a rien de plus beau. Pas la révolution prolétarienne, une belle phrase. Et notamment la dernière phrase de l'éducation sentimentale. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, la tristesse des amitiés interrompues. C'est parfait.